Bonsoir et bienvenue dans le podcast Dormir. Je suis Louis Duruflé et je suis passionné par les questions de sommeil. Dormir, c'est un besoin primaire, comme manger. Et de la même manière que les repas, ça n'est pas que manger, se coucher, ça n'est pas que dormir. Et ça fait du bien de s'en parler. Vous allez découvrir ici le rapport que quelqu'un entretient à son sommeil sous le format d'une interview. Cette semaine, j'ai le plaisir d'accueillir dans cette émission non pas une, mais deux personnes en couple, Adrien et Margot. Bonne écoute. Moi, c'est Adrien, j'ai 28 ans et je suis gestionnaire dans un magasin de prêt-à-porter de grande distribution. Et moi, c'est Margot, j'ai 25 ans et je suis responsable merch dans la grande distribution. Est-ce que vous êtes bon dormeur ? Je dirais oui en quantité de sommeil, mais pas forcément en qualité. Parce que je dors un nombre suffisamment d'heures, on va dire 7-8 heures par nuit, mais je me sens toujours fatiguée. Je me sens jamais vraiment reposée le lendemain matin au réveil. Moi, je pense que, je pense que ça dépend de plusieurs facteurs, notamment l'alimentation, ce que j'aurais pu manger la veille, par exemple, de mon état de stress ou même de ma fatigue, parce que je pense que quand on est fatigué, malgré tout, on dort pas si bien que ça. Et je dirais donc que la qualité de mon sommeil, finalement, dépend de ma qualité de vie. Je pense qu'il n'est pas aussi réparateur que je le voudrais. D'une manière générale, je dors bien, même si je voudrais dormir plus. Mais oui, en principe, ça va. Moi, je suis plutôt une couche tôt, lève tôt. Moi, je dirais plutôt que t'es couche tôt, lève tard. Non, quand même pas. Je me lève à 6 heures quand je suis sur site et 8 heures quand je suis en télétravail, donc c'est pas non plus des heures folichonnes. Je me lève jamais à 9 heures ou 10 heures. Et même le week-end, je suis souvent levée vers 7h30, 8 heures. Vous ne vous couchez pas au même moment ? Je me plains souvent d'être fatigué, mais je me couche plus tard que Margot et je peux me lever plus tôt que Margot. Donc, non, moi, c'est plutôt aux alentours de 23 heures. 23 heures passées si je traîne un petit peu sur un documentaire ou quelque chose comme ça. Minuit, 1 heure. Non, jamais au-delà des minuit. Minuit, c'est vraiment le gros maximum. Après, je dirais que là, vraiment, mon sommeil risque d'être impacté. Et sinon, pour le lever, c'est 6 heures du matin. Maintenant, j'ai des horaires réguliers au travail, en tout cas pour le matin, donc je me lève toujours à 6 heures. Et du coup, le week-end, c'est là où ça devient compliqué. C'est que j'aimerais dormir plus, mais mon horloge biologique me fait réveiller toujours à 6 heures ou un peu plus que 6 heures, mais j'arrive pas à me rendormir au-delà. Et c'est assez frustrant parce que je me plains souvent d'être fatigué, mais j'arrive pas à dormir plus que ce que je voudrais le week-end, par exemple. Bah, du coup, c'est moi qui vais me coucher la première. Et Adrien qui vient me rejoindre. Je pense que la plupart du temps, je dors déjà. Exact. Mais souvent, je l'entends arriver. Du coup, on a quand même le petit bonne nuit avant de dormir. Parce que sinon, ça va pas. Il y a un truc qui manque. Et il y a le chat qui vient nous rejoindre au courant de la nuit aussi. Bah, il n'y a pas vraiment de moment où je me prépare à dormir vu que je m'endors d'un coup. Donc, c'est le sommeil qui me rattrape quand il a envie de me rattraper. Mais même la douche, le pyjama, c'est pas vraiment un rituel qui me prépare à au lit, puisque c'est quand l'envie me prend, quand j'estime que la journée est finie, que je vais plus aller, je vais pas sortir, il va rien se passer. Donc là, je me mets en pyjama. C'est le moment où la journée de travail est finie, plus que le moment d'aller dormir. Je fonctionne exactement de la même manière. J'ai pas vraiment d'idée à un temps T pour me dire allez, je m'en vais dormir. Enfin, ça arrive vers la fin de soirée, mais je prépare pas mon sommeil en me disant bon ben d'ici 1 heure je vais aller dormir. Bah, perso, la caféine et la théine, ça a aucun effet sur moi. J'avais pas l'impression que ça m'excite plus que ça ou que ça m'empêche de dormir, donc j'y pense pas forcément. Le seul moment où je vais penser au sommeil, c'est bah, si je suis vraiment fatiguée, je vais me dire vivement que je sois dans mon lit. Ou si je mange vraiment gras, je me dis oulala, quand je vais me coucher, je vais le sentir. Mais sinon, non, il y a pas de préparation au sommeil dans la journée. Moi j'aime beaucoup le café, mais j'évite quand même parce que j'aime bien justement dans le café ce côté un petit peu peps qui peut t'apporter dans la journée. Et d'une manière générale, c'est pas propre au sommeil, mais j'évite d'en boire au moins quelques fois par jour, mais pas beaucoup plus. Et j'évite effectivement d'en boire au-delà d'une certaine heure. Pour moi, justement, parce que je sais que ça va me donner un côté un petit peu excitant. Et, euh, et j'ai besoin de. J'ai pas envie d'être accoutumé à la caféine, en fait. Et j'ai besoin de garder ce petit côté peps, mais pour d'autres moments de la journée, comme au travail, si vraiment j'ai eu une sale nuit, ben justement, j'aime bien avoir ce côté. Allez, on se réveille un petit peu avec du café. Et je veux garder ce côté et pas être accoutumé. Et le lever, ça se passe comment ?
Moi, j'ai toujours 10 minutes de décalage entre, entre nos réveils parce que le sien sonne un quart d'heure avant, mais on se lève en même temps. Moi, je suis de la team, je me lève tout de suite dès que le réveil sonne, sinon ça va être compliqué. Et on se prépare pareil, on se prépare en décalé. Il y en a un qui déjeune, l'autre qui se lève. Enfin, on a notre petit rythme. Ouais, c'est ça. Mais c'est assez rare qu'on se lève en même temps, c'est 2 jours par semaine. Parce qu'entre son jour de repos qui est dans la semaine, mes jours de télétravail, Mm. c'est exceptionnel. Un petit conseil que je pourrais donner si le réveil sonne, c'est de se mettre assis tout de suite. Au moins, voilà, on n'est pas tenté de se rendormir. Mais pour ma part, c'est dur. Avant, c'était pas le cas, mais maintenant, c'est vraiment dur. Mon réveil sonne à 6 heures. Et c'est ça qui est paradoxal, c'est que mon réveil sonne à 6 heures, je me sens extrêmement fatigué et je pourrais redormir, j'ai l'impression que je pourrais redormir 2-3 heures de suite. Et quand vient le week-end, bah, je me lève naturellement vers ces heures-là, 6h30, 7 heures. Allez, je gagne quand même 1 heure de sommeil. Mais ouais, c'est frustrant, quoi. Moi, quasiment toutes les nuits, le chat nous rejoint. Alors, on le vit très différemment, je pense, parce que moi, je suis contente de l'avoir. C'est ma petite peluche qui vient me faire des câlins, et même s'il me réveille en pleine nuit, ça me dérange pas. Et il est très gentil avec moi, donc c'est pas gênant. Par contre, pour Adrien, je pense qu'il le vit pas du tout pareil. Oui. Moi, ça impacte vraiment mon sommeil, pour le coup. Quand tu vois le chat arriver dans le lit pour se mettre sur ton oreiller et faire sa toilette, c'est juste pas possible. Non, mais c'est pas possible qu'on se le dise. Et oui, ça lui arrive même à 5 heures du matin de venir, de sauter dans le lit, donc ça nous réveille. Et moi, je peux pas, une fois que je suis réveillé à 5 heures du matin, il est impossible pour moi de me rendormir, quoi. Et même si j'avais des animaux, moi, je n'accepte pas qu'un animal soit dans la chambre. Parce que c'est aussi une propriété privée, la chambre. C'est un peu à l'image de la tanière du loup, ben, c'est pareil pour nous. Et j'ai besoin que ce lieu nous soit propre pour le coup. Le sommeil en couple est un aspect complexe et important de la relation. Ça peut influencer positivement ou négativement la qualité du sommeil des partenaires. Et leur intimité, évidemment, le confort aussi. En partageant un lit, par exemple, des problèmes comme le ronflement, les mouvements pendant la nuit ou les horaires de sommeil, eh bien, ça peut perturber le sommeil de l'autre. Il est donc crucial, quand on est en couple, de communiquer sur les préférences en matière de sommeil et de travailler ensemble pour trouver des solutions adaptées. En fait, c'est quelque chose qui se construit, ça a l'air d'être simple et inné, mais c'est pas le cas. Et s'il y a bien quelque chose qu'on a appris dans le podcast Dormir, c'est qu'on a tous un sommeil différent, et ce pour plein de raisons différentes. C'est difficile de tracer des grands traits, et donc le meilleur moyen, c'est la communication. Des facteurs en plus comme le stress, l'anxiété ou des problèmes de santé, et ça peut évidemment affecter la qualité du sommeil, de manière vraiment importante. Comme le disait Léandre dans un épisode, un lit, c'est une petite géographie. Évidemment, le sommeil en couple, ça peut aussi être un moment intime pour se connecter émotionnellement. Quand on est en couple, on peut profiter de ce temps pour se câliner, renforcer la relation. Bon, je vais pas vous faire un dessin, quoi. Mais c'est quand même important de respecter les limites de l'autre et de trouver un équilibre entre l'intimité et le confort individuel. Et donc, je le dis encore une fois, mais c'est vraiment en discutant ouvertement de ses besoins qu'on crée un environnement de sommeil qui fonctionne pour deux et qu'on peut profiter de sa relation et améliorer sa qualité de vie. Je pense qu'au début, ça a changé, mais ça doit être pareil pour tout le monde. Mais effectivement, quand on dort avec une personne qu'on apprend à connaître, c'est jamais aussi évident qu'on le souhaiterait. Moi, je me souviens de ma première nuit avec Margot, c'était... j'ai pas dormi la nuit de toute façon, hein, mais... mais non, après, maintenant, je pense qu'on a chacun notre place dans le lit, on a chacun nos rituels aussi, on va dire, mais... ouais, on arrive à préserver un petit peu chacun son espace, et moi, c'est ce dont j'ai besoin aussi pour dormir. Donc. Au début, c'est toujours compliqué, on a peur si je parle pendant mon sommeil, et si je ronfle, si je donne des coups de pied, puisque j'ai un sommeil assez agité. Oui, je confirme qu'elle parle pendant son sommeil. C'est parfois très marrant, très cocasse, mais je confirme. Voilà. Et en plus, je pense que je me suis bien tapé la honte dès les premières nuits, mais bon, après, on se malaise, au final, c'est plutôt rassurant de dormir avec quelqu'un, c'est-à-dire qu'il y a une présence et que s'il y a un assassin, on serait peut-être pas le premier à se faire assassiner. Ok, super. Bon, c'est vrai que depuis 2 ans, bientôt 2 ans, on a passé toutes nos nuits ensemble, quoi. Je ne supporte pas le bruit, ça dépend quel type de bruit, mais quand c'est un bruit qui relève d'une incivilité, je ne le supporte pas. On pourrait imaginer, par exemple, ça m'est arrivé, être dans un camping, et un camping, c'est un endroit qui est propice au bruit. Et pour le coup,
puisque l'endroit est propice, eh ben, ça ne me dérange pas et je peux m'endormir facilement. Au contraire, c'est même un effet un peu apaisant. On est entouré de personnes, c'est un lieu qui est plutôt vivant, on se sent en sécurité, on peut s'endormir facilement. Par contre, j'ai aussi des expériences passées où, dans un appartement, les voisins un petit peu trop bruyants qui peuvent nous réveiller la nuit par divers bruits. Et ça, par contre, je ne supporte pas. Ça me fait monter du stress. Et alors, voilà, c'est complètement impossible de dormir avec ça, quoi. Disons que quand elle se réveille la nuit pour parler, j'essaye de la questionner pour la faire parler encore plus. Bien évidemment, elle s'en rend compte dans les secondes qui suivent et elle essaye même un peu inconsciemment de passer à autre chose et de se rendormir, mais c'est toujours marrant. Ouais, moi, je suis vachement sensible au bruit. Ça va facilement me réveiller, mais n'importe quel type de bruit. Et pareil pour la chaleur, ou s'il fait trop froid dans la chambre, si on a oublié d'éteindre le chauffage. Enfin, dans tous les cas, il faut que ça reste silencieux, qu'il fasse noir et qu'il fasse une bonne température, quoi. Non, ça réveille au cours de la nuit, ouais, s'il fait trop chaud. Faut pas qu'il fasse trop froid non plus, c'est un équilibre un peu dur à trouver. Ça réveille et au-delà de ça, moi j'ai l'impression que ça induit des cauchemars parce que les peu de cauchemars que j'ai pu faire, je me rappelle m'être réveillé en ayant déjà extrêmement chaud. Donc c'est souvent des nuits caniculaires ou si le chauffage a trop tourné la nuit par exemple. Je pense que le meilleur lit, c'est celui où on est dans des draps frais qui ont la bonne odeur de lessive. Un lit qui soit pas trop froid non plus. Moi, personnellement, avec un matelas dur. Il y a toutes ces petites sensations-là qu'on recherche. Je sais pas pour toi. Oui, après c'est pas mes premiers critères pour passer une bonne nuit, mais je pense qu'on est un peu tous sensibles à ça aussi, avoir un lit propre, confortable, ça reste tout de même important. Vous dormiez comment quand vous étiez enfant? Alors, mon sommeil d'enfance, je pense que c'est quasiment l'opposé de mon sommeil actuel. C'est que j'avais énormément de mal à m'endormir. J'avais même une sorte d'angoisse dès qu'il y avait le coucher du soleil en me disant il va falloir que je dorme et j'avais peur qu'il y ait quelqu'un, enfin des cauchemars d'enfant. Enfin, je dis d'enfant, je pense que ça a bien duré jusqu'à mes 13-14 ans. Et vraiment une grosse angoisse qui fait que je mettais des heures à m'endormir. Et par contre, je dormais d'une traite. Alors que maintenant, je m'endors très facilement, mais je me réveille plusieurs fois par nuit. Donc le sommeil, c'était vraiment quelque chose de très angoissant qui a fini par passer avec l'âge. Je m'en suis même pas aperçue, en fait, c'est à un moment, je me suis dit: «Tiens, c'est vrai que, ben, je m'endors vite maintenant». Je sais pas, je pense que j'étais rassurée de me dire qu'il y avait pas un monstre ou ou quoi que ce soit qui allait venir dans ma chambre. Et puis je pense que la fatigue aussi, quand on arrive dans les études supérieures, ben, on commence à être plus fatigué que son petit rythme de collégien et je pense que ça a beaucoup joué pour m'aider à m'endormir. Ben, moi comme Margot, j'étais souvent pris d'insomnie et c'était très très compliqué pour moi m'endormir. Maintenant je cours après le sommeil, j'aimerais justement pouvoir avoir l'occasion de dormir plus, de faire les siestes, mais quand j'étais gamin, non, on voulait tout vivre absolument, donc et le soir, je me rappelais que c'était compliqué aussi pour moi m'endormir, ouais. Parce que jusqu'à la fac, quasiment, j'arrivais à me lever relativement tôt, sans réveil. Mais après, oui, arrivé à la fac, ça commençait à être compliqué. Je commençais à accumuler la fatigue et pareil après le boulot. Et oui, depuis ce temps-là, le sommeil, c'est quelque chose d'assez compliqué quand même. Aussi, quand j'étais plus petite, j'avais beaucoup de crises de somnambulisme qui ont fini par passer avec l'âge. C'était dans des périodes où j'étais vraiment fatiguée, par exemple un séjour au ski, ou que je changeais d'environnement, que je dormais pas chez moi, ou je m'étais couchée tard, et en fait, ouais, je me levais, je me baladais dans ma chambre, dans la maison, j'ai déjà pris mon petit déjeuner aussi. On a retrouvé le bol sur la table avec le verre de jus d'orange. Ma mère m'a déjà aussi entendu tourner les clés de la porte, donc ça l'a réveillée en fait. Donc à chaque fois elle me disait va te coucher, je retournais me coucher sans rien dire. Ouais, c'était en pleine nuit. Je me pointais des fois à 3h du matin dans la chambre de mes parents, je les regardais, je leur disais bonne nuit. Et ils me regardaient. Non, bah ça s'est passé. La dernière dont. Enfin, je me souviens entre guillemets, je vais te raconter pourquoi je m'en souviens. C'était quand j'animais une colonie de vacances du côté de Grenoble. Et on faisait de la randonnée toute la journée, donc j'étais crevée, j'avais 19-20 ans. C'est la dernière dont je me souviens parce que je me suis levée dans une chambre qui n'était pas la mienne, donc je me suis pris l'armoire. Et en me retrouvant debout en plein milieu de la nuit, je me suis dit, bon, je pense que j'étais somnambule. Mais depuis, j'ai pas souvenir que ça m'arrivait. J'avais lu que ça passait en grandissant, donc je pense que ça s'est calmé. Je ne sais pas si c'est du somnambulisme, mais il m'est arrivé de me réveiller en pleine nuit en étant sans doute dans mes rêves, puisque je n'étais pas conscient au réveil de ce qui s'était passé la nuit. Mais j'ai un souvenir particulier où on était en camping justement avec mon frère, on dormait dans une tente. Et à ce moment-là, enfin à un moment précis, je le vois quitter la tente. Donc je venais de me réveiller
Et il m'a dit: «Adrien, j'ai peur de toi, je me sauve». Je ne comprenais pas et je commençais à avoir peur aussi jusqu'au petit matin où il me raconte que, je commençais à avoir des propos la nuit, un peu incohérents. Je sais plus trop bien ce que je lui ai dit, mais je lui ai touché le dos avec mon doigt et je lui ai dit: «Je sais où les cachettes sont cachées» et j'ai sorti, comme ça une sorte d'insulte derrière et du coup ça l'a fait flipper. Il est parti en courant et moi je me suis réveillé quoi? Enfin tout chose en me demandant: «Mais qu'est-ce qui se passe?» Alors moi beaucoup, même plusieurs rêves par nuit et je m'en souviens quasiment à chaque fois. Beaucoup de cauchemars aussi. Plus de cauchemars que de rêves, je dirais même. Après, pareil, c'est les cauchemars, on m'a dit que c'était comme le somnambulisme, que ça passait en grandissant. Mais moi j'ai l'impression d'en faire toujours autant, donc je sais pas comment je dois l'interpréter. Je rêve souvent du travail. Donc souvent il se passe des choses complètement improbables avec des collègues. Moi j'étais avec une collègue et on cherchait la salle de pause dans mon ancienne fac. Enfin c'était complètement bizarre, une fac qui devenait un labyrinthe et en même temps il y avait des collègues et des gens de la fac et des gens de ma famille. Enfin c'est toujours un peu bizarre, sans vraiment de sens. Malheureusement, j'ai du mal à me souvenir de mes rêves mais c'est quelque chose que j'adore justement rêver et pouvoir s'en souvenir quelquefois, mais je pense qu'il faut aussi prendre le temps de s'en souvenir et le matin, je prends pas le temps de m'en souvenir parce que je dépense déjà toute mon énergie à essayer de me lever et du coup, c'est compliqué de se poser pour essayer de réfléchir un petit peu à ce qui s'est passé la nuit, quoi. T'as déjà eu des rêves lucides? Oui, j'ai vécu ça et c'était très impressionnant et ce qui m'a surtout fasciné et ce qui me fascine encore maintenant, c'est ce pouvoir de l'inconscient à te mettre, des barrières, tu vois? À comment dire? À tromper ton conscient et pourtant tu es dans un rêve, donc tu es conscient, que tu es dans un rêve, c'est pour ça que tu fais un rêve lucide et tu sais que tu peux interagir, avec ton rêve, dans ton rêve, avec les personnes qui se trouvent à l'intérieur et pour autant, je trouve que l'inconscient trouve un malin plaisir à essayer de te distraire et de te rappeler que non, tu n'es pas dans un rêve, mais que tu es bien dans la réalité, alors que tu es vraiment dans un rêve. Enfin, moi, ça m'a toujours fasciné, ce genre de choses. Mon 1er rêve lucide, ça a démarré j'étais dans une sorte de grande salle de sport et puis il y avait un coach, qui me sermonnait. Alors je ne sais pas pourquoi, mais il me supportait pas et je commençais vraiment à stresser, à angoisser. Et d'un coup, je le fixe dans les yeux et sa tête disparaît. Et à ce moment-là même, moi, je ne me réveille pas et je me dis, je suis dans un rêve. Et là, ça devenait clair et limpide pour moi, je suis dans un rêve, mais je ne me réveille pas et je compte pas me réveiller. Et du coup, je l'expose au coach et là, le coach essaye enfin, il dit énormément de choses pour me faire croire que je suis bien dans la réalité. Et de là, non, moi je suis persuadé que je suis dans un rêve, donc je décide de quitter cette entrevue. Et là, je commence à vouloir changer les lumières de la salle de sport. Et miracle, ça marche. Je veux du bleu, toutes les lumières deviennent bleues. Et je trouvais ça magnifique. J'ai des pouvoirs magiques. Et sensoriellement, on ressent absolument tout. Je me souviens avoir quitté la pièce. euh, Il y avait un lavabo. Et j'ai voulu me laver les mains. Et j'ai senti l'eau couler sur mes mains. J'ai senti la rugosité de la serviette quand je m'essuyais les mains. Et c'était incroyable parce que même là, pendant qu'on parle, je pourrais essayer de me rappeler de la sensation d'une serviette quand on se frotte les mains dessus. Et pour autant, j'ai pas cette sensation réelle de le faire. Alors que dans le rêve lucide, j'avais vraiment cette sensation de le faire. Et après, pour revenir à ta question, euh, c'était dans d'autres rêves. Je me souviens, c'était un rêve lucide que j'avais fait. J'avais commencé à faire enfin, j'ai commencé à faire un rêve lucide. J'ai fait un rêve lucide où tu étais dedans avec Léandre. On était dans une sorte de tour enfermée et il n'y avait pas d'issue. Et d'un coup, j'ai su que j'étais dans un rêve. Et juste avant de me rendre compte que j'étais dans un rêve, vous étiez d'accord avec moi pour dire on va trouver une issue. Et du moment où j'ai été lucide dans mon rêve, vous avez tout fait pour me dissuader de trouver l'issue. Donc c'est marrant aussi cette chose, cet inconscient qui essaye de te faire revenir un petit peu dans l'idée que non, non, c'est pas un rêve, c'est bien la réalité. Et du coup, c'est un rêve qui m'a assez marqué parce que je m'en souviens encore alors que je devais avoir 8-9 ans. Mais en gros, j'étais endormie, les bras autour de la tête sur la table chez ma grande tante avec toute la famille autour, mais je suis la seule enfant. Je me réveille dans ce rêve et je me rends compte qu'ils ont des conversations d'adultes et que je suis pas censée être réveillée, je dois pas entendre ce qui se passe. Donc j'en trouve discrètement les bras pour passer ma tête pour regarder ce qui se passe. Donc c'est là que je me rends compte qu'on est bien chez ma grande tante. Il y a la table, il y a les meubles, enfin, c'est la pièce parfaitement normale, il y a tous les adultes qui sont autour. Sauf qu'au fond de la pièce, tout au fond, je vois un loup. Le loup flippant, le loup noir avec les yeux rouges qui me fixe. Et je sais qu'il sait que je suis réveillée, que je devrais pas être réveillée. Et il me regarde. Et je sens que j'ai l'impression qu'il se rapproche de moi, mais que personne ne le voit. Donc le truc bien angoissant. Et je me souviens, il me dit ferme les yeux et réouvre-les.
il aura disparu. Et je me le dis vraiment avec une forte conviction. Donc je ferme les yeux, je les réouvre, et là je suis dans mon lit. Et je me réveille pour de vrai. Donc je sais pas vraiment comment qualifier ça. Si me suis sortie d'un cauchemar, si à un moment j'ai eu un moment de lucidité. Mais ça m'a marqué, puisque plus de 15 ans après, je m'en souviens. Je fais un peu de paralysie du sommeil uniquement quand je fais la sieste. Mais je pense que justement, c'est quand on fait la sieste qu'on est propice à ce genre de choses, à des rêves lucides, des paralysies du sommeil, parce qu'on a le temps, parce qu'on se détend. Mais pas plus tard qu'hier d'ailleurs, j'ai fait une paralysie du sommeil. Je faisais la sieste sur le canapé en bas et j'étais dans un rêve, mais le rêve pour moi c'était encore une fois la réalité, bien que j'étais pas lucide puisque j'étais inconscient dans mon rêve, mais je voyais absolument la pièce dans laquelle j'étais en train de faire la sieste. Et tout était à sa place, il n'y avait aucun changement. Et d'un coup, je vois justement Margot descendre dans une robe rouge, essayer d'allumer la télé. Et moi, j'essaye de me réveiller, mais pas moyen, vraiment pas moyen. Je la sens s'asseoir au bout du canapé, donc à mes pieds, et j'essaye de bouger, j'essaye de l'appeler, mais ça ne marche pas. Donc moi, c'est pareil, encore une fois, j'angoisse, je ne comprends pas. Et après, je me dis, bon, de toute façon, je suis en train de faire la sieste, donc j'ai le temps, c'est pas grave, rendors-toi, ça va passer. Et finalement, c'est un peu un rêve imbriqué dans un rêve, enfin, c'est assez fou. Et puis finalement, j'arrive à m'extirper de ce rêve et je me rends compte qu'effectivement, j'ai fait une paralysie du sommeil parce que je voulais absolument me réveiller. Et je finissais par être conscient que je rêvais, mais je voulais me réveiller. Et Margot est descendue pour de vrai parce que je venais de me réveiller. Et je lui ai dit, écoute, est-ce que t'es descendu, t'as essayé d'allumer la télé Et elle m'a dit, bah non, pas du tout. Et je me suis rendu compte que oui, c'est vrai que la robe rouge, je vois pas pourquoi elle aurait mis une robe rouge de soirée. Mais bon, enfin, c'était assez. Ça Mais m'arrive la Ça journée de peut mettre des robes rouges de soirée. mais c'était pas aussi angoissant que Bah, ma j'espère. première paralysie du sommeil, ouais. C'était à la fac avant un examen, pareil, j'ai décidé de faire une petite sieste pour me reposer et je me souviens plus, mais comme c'était ma première paralysie du sommeil, je paniquais vraiment. Pour le coup, j'étais vraiment en panique, j'ai l'impression de suffoquer, d'étouffer et pas moyen de me réveiller et je me sentais paralysé pour le coup. Et donc je me dis mince, je peux pas bouger, qu'est-ce qui se passe? Tu sens bien que tu as envie de te réveiller, mais tu n'y arrives pas. Tu te forces pour ouvrir les yeux, mais pas possible. Donc tu sais que tu es réveillé, ça y est, tu as arrêté de rêver, mais ton corps il veut pas bouger. Et c'est hyper angoissant ce genre de choses. Ça m'est arrivé une fois la nuit et j'ai crié. J'ai essayé de crier toutes mes forces pour que Margot se réveille, parce que je me sentais vraiment pas bien pour le coup. Et mais j'avais vraiment l'impression d'avoir crié pour le coup. Et je me suis réveillé quasiment d'un seul coup et j'ai dit à Margot, est-ce que tu... Enfin, je sais pas, t'as capté que j'étais pas bien ou quoi Non. Donc je pense qu'encore une fois, c'était dans cet état de moitié rêve, moitié éveillé. On ne sait jamais ce qui est vrai du faux là-dedans, quoi. Ce serait quoi la pire nuit à deux? Ah bah vas-y, t'as l'air Non, d'en non, avoir une. mais la pire, pour moi, c'est aussi la meilleure. C'était la première, mais vu que j'ai pas dormi, pour moi, c'est celle-là la pire, mais le reste... Pour moi, les pires nuits, c'est quand on se couche fâché. Parce que du coup, t'es fatigué, mais t'as pas envie de dormir parce que tu rumines. Tu sens que t'as à côté de toi des ondes négatives. Et du coup, tu passes pas une bonne nuit. Après, c'est très rare. Non, c'est Je vrai. pense que la règle de se dire on se couche jamais fâché, c'est une bonne règle. Mais bon, ça a dû arriver 2-3 fois. Oui, parce que c'est vrai qu'on voudrait que l'affaire soit bouclée et elle l'est pas, donc on se dit, enfin en tout cas moi pour ma part je me dis ben ça va pas encore continuer le lendemain parce que moi je serais, si c'est pas réglé je suis pas passé à autre chose et si je suis pas passé à autre chose, hors de question que le matin au réveil ce soit différent, donc tant que le problème n'est pas réglé, moi je reste sur les épaules et il faudra qu'on le règle quoi. Et au contraire, la meilleure. Si pour moi les nuits où on se retrouve à deux en vacances, comme là cet été à Brocéliande par exemple, où on était un peu isolé du reste du monde, on était dans une forêt un peu féerique. Pour le coup, moi ça, je trouve ça beau. Pour moi, c'était l'inverse. Je dormais super mal parce que j'étais pas dans mon lit, que mes animaux étaient pas avec moi. C'est pour ça que j'ai pas pu citer Bordeaux parce que pour toi c'était. J'étais pas bien du tout. Ok. Alors moi, c'est pas très original. C'est le même que Michel. C'est le cauchemar de Fuseli. Qui illustre bien mon sommeil, étant donné que je fais encore beaucoup de cauchemars, même s'ils sont pas aussi horribles que ceux de Michel. Moi, pour évoquer mon rapport au sommeil, je citerai Thomas Kincaid, que mon frère aime beaucoup, pour les peintures. Par exemple, en cette période de l'Avent, on pourrait voir les peintures avec les petites maisons de Noël, avec toutes les lumières. C'est pour ça que je le cite aussi, justement, parce qu'on est dans la période de l'Avent. Et c'est des peintures qui m'inspirent, en tout cas. Parce que moi, c'est un peu mon idéal, c'est de s'endormir dans une petite ville toute calme, avec les lumières qui sont rassurantes. On sait que c'est vraiment tout calme, il y a des voisins, mais tout le monde dort. Et, je trouve les tableaux toujours jolis quoi, par rapport à ça. Moi, au niveau des techniques pour m'endormir, j'aime bien. Enfin, en général, je m'endors assez facilement, hein, mais
Moi, j'aime bien, c'est faire des petites séances d'auto-hypnose. J'essaye de me dire aussi que mon corps doit être complètement détendu. Donc, je détends absolument toutes les parties de mon corps en partant des pieds jusqu'à la tête et tous les muscles de mon visage aussi. Et ça aide bien. Et je peux aussi me concentrer sur ma respiration. Mais même si je me fais ces séances d'auto-hypnose, je m'endors quasiment tout de suite alors que j'ai quasiment pas commencé ma séance. Mais ça peut être aussi une bonne technique pour se focaliser sur autre chose que du stress et s'endormir plus facilement. Merci pour l'écoute de cette émission et surtout un immense merci à Adrien et Margot d'avoir accepté de nous raconter leur sommeil. Partagez cet épisode pour que collectivement on accède à un meilleur sommeil, plus proche de nos rythmes et de nos besoins. Vous pouvez retrouver toutes les informations concernant l'émission sur le site du studio, flamboyance.fr. On est aussi présent sur Facebook, Instagram, Twitter, LinkedIn et YouTube, sur Studio Flamboyance, et moi c'est sous le nom de Monsieur Cool. Je vous recommande également l'écoute du documentaire, la série documentaire de France Culture sur le sommeil, qui est vraiment excellente et qui parle notamment de ce que ça veut dire de dormir à deux. Allez, bonne nuit maintenant.